Si tu es un étudiant en première année ou que tu souhaites entrer dans une école d'archi dans les années à venir, cette vidéo te sera très utile. Je tiens à vous informer que toutes les informations que je vous donne ne sont pas vraies pour toutes les ENSA et encore moins pour les études alternatives d'architecture. Il se peut que certaines informations ne s'appliquent qu'à l'ENSA Paris-Val de Seine. Ceci est mon expérience personnelle, mais je souhaiterais vous donner une description la plus rapprochée de la vérité des études d'architecture. Il y a un CM qui a été rajouté récemment à cause des enjeux climatiques qu'il y a actuellement. C'est surtout et avant tout une matière qui sensibilise et permet de nous faire comprendre et apprendre les réels enjeux climatiques actuels et quelle est la part de l'architecte dans la dégradation de la biodiversité et ce qu'il pourrait faire pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est assez passionnant comme matière car on peut voir avec des schémas et des chiffres à quel point l'architecte et son bâtiment impactent sur l'écosystème et le gaz à effet de serre. Le cours n'est absolument pas fait pour être appris par cœur. Il est préférable déjà de comprendre notre devoir en tant que futur architecte, car on se tourne beaucoup sur la réhabilitation, le réemploi, la diminution de la création de bâtiments, de l'écologie de matière, des bâtiments verts, euh, l'économie d'énergie. Mais est-ce qu'on comprend réellement la signification de ces termes? Honnêtement, non. Moi, je ne connaissais pas tous ces termes avant d'entrer en archi. Je les connaissais assez vaguement, mais je n'avais pas de définition exacte de chaque terme et comment utiliser à bon escient notre savoir de l'architecture et des enjeux climatiques. Vous ne pouvez pas dire que votre bâtiment, par exemple, il est vert car vous avez mis 2 arbres dans votre projet. Ce n'est pas le but. Et vous ne savez absolument pas ce que ça veut dire un bâtiment vert. On a ensuite la géométrie, les maths et la physique qui sont regroupés ensemble sous le nom de outils et connaissances de base. Euh, une semaine sur deux, on avait maths et une semaine sur deux, on avait physique. En maths, on travaille sur les formes géométriques, sur les convexes, les concaves. C'est des maths qu'on voit au lycée, voire même au collège, appliquées sur l'architecture. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait spécialité maths ou option maths expert pour comprendre ce cours. Si vous faites un minimum d'efforts pour comprendre le cours et que vous faites régulièrement les exercices, ça devrait y aller. Vous avez juste besoin de connaître les théorèmes de base qu'on a vu au collège, par exemple Pythagore, Thalès. On a un CM nommé Théorie de l'architecture. Vous allez entendre parler des 12 éléments de l'architecture, mais ça peut varier selon le cours du professeur, vous savez. Vous allez apprendre ce qu'est un mur, sa définition et son ou ses usages, ainsi que des exemples qui montrent comment ce mur a été utilisé avec différents usages. Dans ce cours, vous allez voir beaucoup de références catégorisées en thèmes, par exemple la lumière. Selon moi, c'est un cours très essentiel car c'est ici que vous trouverez de l'inspiration pour vos projets. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Selon le sujet que j'avais, je cherchais par exemple des œuvres qui donnaient de l'importance au toit, par exemple, ou à des œuvres qui permettent de faire entrer la lumière naturelle depuis le toit, par exemple dans une galerie d'art ou dans des musées, sans allumer les œuvres justement. Donc vraiment, dès que vous avez le sujet de votre projet, sur lequel vous allez travailler durant quelques semaines, vous relevez tous les mots-clés. Par exemple, ça peut être le toit, ça peut être la lumière naturelle, ça peut être la porte, ça peut être la promenade architecturale. Après, ça peut être aussi le type de bâtiment sur lequel vous allez travailler. Par exemple, est-ce que c'est un bâtiment public? Est-ce que c'est un logement? Est-ce que, par exemple, c'est un hôpital? Bon, je pense pas qu'en première année, vous allez avoir un hôpital, mais ce sont des exemples. Déjà, définissez le bâtiment, son usage, ses fonctions. Si vous avez de la chance, vous aurez un site. Donc, par exemple, est-ce que le climat est chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il pleut beaucoup? Donc, vraiment,
essayez de relever tous les mots-clés qui vous semblent assez importants à traiter. Et à travers ces différents mots, vous pouvez les croiser pour chercher ensuite dans le cours de théorie. Par exemple, si vous travaillez sur les différents éléments de l'architecture, par exemple un cours sur le toit, si vous travaillez sur la façade, si vous travaillez par exemple sur l'importance du toit, vous allez chercher dans ces cours-là et normalement en général le cours est structuré de manière à ce que il y ait différents thèmes reliés au mur et au toit. Par exemple, toit et lumière, toit et ombre, toit pardon, et protection. Je sais pas, il y a plein d'autres thèmes qui se relient comme ça. Et ensuite, vous cherchez des œuvres, des monuments, des bâtiments qui se rapprochent davantage à votre sujet de base, histoire que vous ayez une idée de à quel point on peut construire des bâtiments architecturalement impressionnants avec le même sujet, à peu près le même sujet que vous avez eu. Il y a aussi un CM de construction, mais c'est plutôt une introduction à la construction. Dès la première année, vous allez apprendre comment un bâtiment tient, qu'est-ce que c'est une fondation, pourquoi les pyramides et les temples grecs tiennent toujours, mais aussi les propriétés des matériaux. Par exemple, l'acier travaille en traction ou en compression, des questions vraiment basiques comme ça qui peuvent vous aider à comprendre comment chaque objet, chaque structure, chaque bâtiment tient. On peut aussi se demander pourquoi on utilise une poutre plutôt qu'un poteau ici. Vraiment, il y a plein de questions à se poser au niveau de la construction et c'est cette matière-là qui va nous permettre de répondre et de comprendre tout sur la construction. On va aussi vous parler des matériaux qui sont utilisés dans la construction. Ça vous permettra quand même d'avoir une avis sur chaque type de matériaux et de leurs propriétés structurelles. On va généralement vous en parler de trois. Les trois matériaux les plus utilisés en construction, à savoir le bois, la famille des métaux comprenant acier, fer, inox et tout ça, et aussi le béton. Vous allez apprendre comment ces matériaux de construction sont créés. Bien sûr, je veux dire là, par créer, c'est transformer dans un état où ils peuvent être utilisables dans la construction. Et pour ça, il y a tout un processus très spécifique qui permet de créer les éléments qu'on a besoin pour construire avec ces matériaux. On avait un TD de dessin où on apprenait à dessiner. Pas besoin vraiment d'avoir un niveau assez élevé en dessin. Vous allez apprendre dans tous les cas à dessiner. Ce TD permet d'affiner son regard. On est davantage plus sélectif dans les éléments qu'on va représenter dans notre dessin. On ne regarde pas les détails minutieux, mais on prend du recul. On décide le périmètre de la masse volumique, puis les détails importants, les ombres et la lumière. On va produire un dessin de meilleure qualité et en très peu de temps. Peut-être qu'avant vous preniez 30 minutes pour faire un dessin de bâtiment, car vous étiez perfectionniste. C'est vraiment aussi je l'étais honnêtement. Je voulais absolument que tous les détails soient représentés, ce qui faisait que je restais debout devant le bâtiment ou chez moi assis devant mon bureau, en train de faire un dessin même très simple, mais qui me prenait beaucoup de temps. Mais là, à la fin du semestre, vous allez faire le même dessin, mais de meilleure qualité, avec beaucoup plus de détails, mais en même pas 10-15 minutes. Donc vraiment, ne séchez pas ce cours-là, allez-y, parce que vraiment, ça vous permettra d'avoir du temps pour vous entraîner, parce que forcément, avec les études, vous aurez très peu de temps à consacrer à d'autres activités, comme par exemple le dessin. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui n'a pas un bon niveau en dessin, le fait que vous allez dépenser 4 heures dans une matière qui va vous permettre de dessiner et d'améliorer vos qualités de dessin, donc vraiment c'est tout bénéfique pour vous. Surtout que c'est un cours obligatoire donc vous êtes censé être présent. Petite parenthèse, tous les TD et le cours de projet sont obligatoires.
les profs font l'appel, ils savent si vous êtes là ou non, alors qu'en CM, ils ne font pas d'appel. En général, vous avez le choix de venir ou non. Donc vraiment, privilégier la quantité par rapport à la qualité. Dessinez beaucoup, même si c'est juste un peu, quelques minutes, même si c'est juste des croquis non finis. Dessinez encore et encore. Plus vous allez dessiner, plus vous allez prendre l'habitude de dessiner, plus vous allez être plus sélectif dans ce que vous dessinez. Donc vraiment, ne soyez pas perfectionniste, mais ayez envie de dessiner, beaucoup dessiner. J'avais un cours de perspective avec ma prof de projet. C'était l'enseignement transversal. Après, chaque prof de projet décide de ce qu'il souhaite enseigner pendant ce créneau. Ma prof voulait qu'on ait des bases en perspective à la main. Donc, nous, on a fait des perspectives, mais je sais que certains étudiants ont fait du numérique ou des dessins d'observation. Durant ce cours, j'ai appris une vraie technique, voire même plusieurs techniques de perspective. Je faisais déjà des perspectives avant même de rentrer en école d'archi, mais je n'avais pas de méthode rigoureuse. Par exemple, je plaçais un point de fuite et ensuite je traçais les fuyantes intuitivement, ou sinon avec la méthode du fil. Ça m'a été très utile d'avoir ce cours car je sais que même après mes études, j'aurai toujours besoin des perspectives et surtout à la main, c'est toujours bien de savoir faire. Apprendre les bases dès le départ, c'est un bon moyen pour s'améliorer et pour acquérir des compétences. Grâce à l'apprentissage des perspectives, mes dessins en perspective paraissent plus proportionnés et plus réels qu'avant. Parce que vraiment avant quand je faisais par exemple un cube, ça ne ressemblait pas exactement à un cube, ça a été plutôt déformé et ça ressemblait plutôt à un rectangle. Alors que là avec la méthode que ma prof a enseignée, mes cubes paraissent être des cubes. Il y a de moins en moins de déformations, donc ça raconte la réalité davantage que mes dessins auparavant. Certains profs vous apprendront le numérique dès le premier semestre comme Revit ou Archicad. Donc il est aussi possible que vous ayez des cours de numérique chaque semaine, mais vraiment ça dépend de l'enseignement des professeurs de projet et de leurs demandes. Peut-être qu'il y en a certains qui préfèrent travailler au numérique, peut-être qu'il y a certains professeurs qui privilégient les travaux manuels, ou sinon il y a des profs qui n'ont aucun souci avec l'un ou l'autre, qui vous laissent champ libre et qui vous enseigneront d'autres choses pendant ce créneau. En première année, vous n'avez pas de langue. Malheureusement, j'étais un peu déçue de l'apprendre car je pensais qu'on en aurait. Ce qui fait que pendant un an, vous n'aurez pas de langue. Vous en aurez par contre en deuxième année. Si vous voulez des vidéos particulièrement sur les perspectives, comment est-ce qu'on construit une perspective, sur par exemple comment on utilise Revit, Archicad, SketchUp, vraiment, n'hésitez pas, envoyez-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez que je fasse. Il n'y a aucun souci, je ferai une vidéo si vous en avez vraiment besoin sur ce domaine-là. En TD, il faut souvent rendre des devoirs à chaque cours, ou au moins plusieurs fois durant le semestre. Les TD sont en contrôle continu, c'est-à-dire qu'on est noté tout au long du semestre avec des travaux qu'on rend. Alors qu'en CM, c'est souvent un examen à la fin du semestre, ce qu'on appelle un partiel en études supérieures. C'est le même processus qu'à l'université. À la fin du semestre, on a une semaine de révision, puis on a une semaine de partiel pour les CM. Et ce sont les notes de ces partiels qui constitueront la moyenne des matières et qui apparaîtront sur le bulletin de notes. Attention, il n'y a qu'un seul partiel par CM. Pour valider la matière, il faut au moins avoir 10 sur 20, soit la moitié. Si vous n'avez pas la moyenne dans une ou plusieurs CM, vous pouvez passer au rattrapage pour avoir la faute moyenne et valider la matière. Il est aussi possible de compenser les CM, c'est-à-dire qu'il y a des blocs de CM qui se compensent. Par exemple, je sais au hasard, peut-être que la théorie peut être compensée avec l'histoire de l'architecture. Et que par exemple, si vous avez eu
9 en théorie et 11 en histoire de l'architecture, la moyenne de ces deux CM équivaut à 10 sur 20, donc vous validez les deux matières. Dans le cas où vous ne validez pas le CM, vous devez assister au CM du semestre 1 pendant le semestre 3 et repasser le partiel. Pour y aller au rattrapage, il faut que vous ayez eu minimum 5 sur 20 au partiel, sinon vous ne pouvez pas y aller au rattrapage. Le projet est un contrôle continu. On a des notes pour chaque projet réalisé durant le semestre qui constituera la note de la matière. Le contrôle continu du projet est à gros coefficient comparé au CM et au TD. Des fois, le coefficient du projet est plus important que tous les CM réunis. C'est vrai que le niveau du coefficient est assez inégalitaire. C'est pourquoi on passe beaucoup plus de temps à travailler sur le projet, car on ne peut pas rattraper la note du projet, mais on peut y aller au rattrapage des CM. De plus, on ne peut ni compenser ni avoir de rattrapage pour le projet. Lorsque tu n'as pas cours, il est possible que tu viennes travailler à l'école. Les écoles mettent en place des salles avec des tables et chaises en libre service, c'est-à-dire que n'importe quel élève peut venir y travailler s'il n'y a pas cours dans cette salle, bien sûr. On n'a pas forcément de grandes tables chez nous pour poser notre A3 ni même un espace de travail calme, donc je vous conseille vivement d'aller travailler à l'école si vous n'avez pas la possibilité de travailler calmement chez vous. De plus, vous pourrez travailler avec vos amis, poser des questions aux années supérieures, ce qui est vraiment top. Dans les écoles d'archi, il y a une certaine ambiance assez agréable. Les étudiants sont sympas et bienveillants et surtout accueillants entre nous et surtout envers les nouveaux. Il y a souvent des soirées organisées qui peuvent être assez sympas. Les écoles en général sont ouvertes de 8h jusqu'à 22h. C'est une assez grande plage de temps que tu peux vraiment utiliser à bon escient. Si l'école possède des imprimantes, des tables lumineuses, des laser cut, des imprimantes 3D, vous pouvez les utiliser durant votre scolarité, mais elles ne sont pas forcément toutes gratuites. Je sais qu'à l'ENSA Paris Val de Seine, les imprimantes sont payantes, sauf que le prix il est assez abordable vraiment. Pour une impression d'une feuille A4 en noir et blanc par exemple, ça coûte 4 centimes. Et plus le format augmente, le prix augmente aussi. Pour une impression en couleur, le prix n'est pas le même. Pour vous donner un ordre de grandeur, une feuille A1 vaut 2 €. On peut imprimer jusqu'à une feuille A4, soit 4 € si je ne me trompe pas. Et bien sûr, en fonction de si vous choisissez en noir et blanc ou en couleur, le prix varie. Mais comparé à l'extérieur, si vous allez imprimer dans n'importe quelle autre entreprise, ou par exemple les imprimantes de Monoprix, ou s'il y a vraiment des entreprises spécialisées dans l'impression, c'est beaucoup plus cher que à l'école. Donc vraiment, je vous conseille de les imprimer à l'école. Comme ça vous évite aussi le déplacement. Par exemple, vous venez tôt le matin ou entre deux cours, si vous avez le temps, vous allez juste imprimer, ça se fait en 2 minutes. C'est vraiment pratique. Il y a un pôle informatique avec des ordinateurs disponibles pour travailler sur des logiciels numériques. Mais aussi une bibliothèque et une matériothèque pour des ressources et des références qui sont gratuites. Je vous conseille d'aller à la bibliothèque, il y a beaucoup de livres très intéressants. Vous pouvez trouver de l'inspiration ou trouver des réponses à vos questions. Si vous n'avez pas le temps de chercher un livre dans la bibliothèque, vous pouvez aussi utiliser le site internet des bibliothèques des ENSA. Vous tapez le nom du livre sur le site et vous pouvez voir si le livre est disponible, si déjà le livre se trouve dans l'école et si ce n'est pas le cas, dans quelle autres écoles ce livre se trouve, et même carrément le rayon et le code du livre, ce qui fait que vous savez exactement où le livre se situe. Pour trouver le lien du site, vous pouvez aller demander à la bibliothèque de l'école ou le regarder sur le site de votre école, ou sinon, normalement en général, ils vous le donnent pendant la pré-rentrée. En période de révision, si vous n'avez pas d'espace de travail calme chez vous, vous pouvez venir étudier à la bibliothèque. Je vous ai présenté l'ensemble des matières que vous pourrez avoir
Durant le premier semestre, la cadence de travail peut être assez rythmée car il faut être présent au TD, au CM et au projet, ainsi que faire les devoirs et le projet qui sont demandés. Le projet nous prend beaucoup de temps et d'efforts, ce qui fait qu'on néglige les autres cours ou les activités extrascolaires. Il faut être motivé pour poursuivre ce cursus et ne pas être découragé dès la première remarque négative sur le projet. Il faut être curieux et intéressé par ce que tu apprends, parce que vraiment c'est ce qui va te motiver durant tout ton cursus. Tu seras sûrement très chargé avec tous les rendus et corrections, mais il ne faut pas se décourager pour si peu, car au final, tu pourras regretter ton abandon plus tard. De plus, ne prends pas à cœur les commentaires des professeurs de projet. Ils veulent que tu réussisses leur matière et ton semestre, et pour ça, ils sont prêts à te dire les choses en face, même si ça peut être entre guillemets offensant. Donc vraiment, les études d'archi sont superbes. Je ne dis pas ça seulement parce que c'est ma filière, mais vraiment, c'est une filière qui est assez diverse, où tu peux utiliser plusieurs domaines tellement variés, qui s'entrecroisent et tout ça, c'est vraiment très intéressant. Mais la charge de travail va avec, et la cadence aussi, donc faut vraiment s'accrocher durant ses études et aimer faire ce que tu fais. Je publierai chaque semaine le vendredi à 18h. Alors pourquoi le vendredi et pas d'autres jours? Car c'est le dernier jour de cours avant le week-end. Vous n'êtes pas submergé par les cours, les TD, les CM ou encore le projet. Pendant la soirée, vous allez sûrement vous reposer. Rien de mieux que de profiter pour regarder une vidéo YouTube qui vous donne des conseils pour réussir vos études et qui vous donnera de la motivation pour travailler à fond lundi. À 18h, c'est l'heure à laquelle on finit les cours de manière générale. Vous êtes sûrement dans les transports à l'heure actuelle. De cette façon, vous ne pourrez pas dire que vous n'aviez pas le temps. Vous allez économiser du temps car au lieu de perdre son temps dans les transports, vous allez en profiter pour vous cultiver. Voilà la fin de la vidéo. Elle était plus longue que prévu. J'espère que cela t'a permis de comprendre mieux le premier semestre en archi et que cela va t'aider à réussir ton semestre. On est là pour s'entraider entre nous, étudiants ou futurs étudiants en archi. Dis-moi en commentaire si ces informations t'ont été utiles.